Toute la famille est venue, a dit au revoir. Je suis montée dans l'hélicoptère et ils ont laissé mon mari venir parce qu'ils disaient que j'allais probablement mourir avant qu'on arrive à l'autre hôpital. Et on a décollé et le soleil a frappé mon visage. Marie a tenté de l'intercepter et j'ai cligné des yeux lorsque les rayons du soleil ont caressé mon visage et je me suis réveillée ailleurs. Il n'y avait pas de phase intermédiaire, il n'y avait pas de dirige-toi vers la lumière. Aucune voix ne m'invitait ou ne m'appelait au loin. J'ai simplement fermé les yeux et en les rouvrant, je me trouvais dans le jardin le plus splendide que j'eusse jamais contemplé de ma vie. Je suis ravi d'accueillir dans l'émission Amber Cavanaugh. Comment ça va, Amber? Bien? Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Content d'être ici. Je tiens à vous remercier du fond du cœur d'être venu à l'émission aujourd'hui. Votre présence est grandement appréciée. Nous allons aborder le sujet de votre expérience de mort imminente, ainsi que discuter des dons particuliers qui semblent s'être amplifiés depuis votre retour de cette expérience hors du commun. Pour commencer, pourriez-vous nous décrire à quoi ressemblait votre vie avant de vivre cette expérience de mort imminente? Je suis née avec des dons, en fait. Je suis médium depuis que je me souviens pour la première fois. Dès mon plus jeune âge, j'ai toujours su que j'étais différent. Je ne trouvais pas ma place parmi les autres. Enfant, je ne comprenais pas ce qui n'allait pas en moi. Et donc, j'étais plutôt solitaire. J'avais des difficultés à me faire des amis et tout le reste. Mais avec le temps, j'ai grandi et appris à gérer ça. J'ai eu des enfants, me suis mariée, toutes ces choses. C'est une histoire bien plus longue, mais pour faire court. Puis, en 2015, j'ai véritablement accepté mon don. Ça a débuté de manière inattendue. C'est survenu très soudainement. Mon mari a réellement entendu une petite fille dans notre chambre qui tentait d'attirer mon attention. Et moi, tellement habituée à ignorer ses présences, je l'ai tout simplement ignorée. Mais il a réellement entendu cette voix et il a pensé que c'était l'un de nos enfants, car à cette période, ils étaient encore jeunes et petits. Et dès qu'il a pu confirmer que je n'étais pas folle, cela m'a soulagée, car j'avais constamment peur que les gens puissent le croire. Dès qu'il a pu confirmer, oh non, je l'ai entendu. C'était comme si c'était un de nos enfants. Il n'y avait personne dans la pièce. Nos enfants étaient en train de dormir. Mon don s'est manifesté et c'était incessant à partir de ce moment-là. Je suis donc en activité en tant que médium depuis l'année 2016, car c'est autour de la période de Noël que j'ai reconnu et accepté mon don. Et donc, avant l'AVC, l'EMI, je me sentais plus heureux que jamais, comme si pour la première fois, j'étais vraiment moi-même. Je dirais que dans mon petit coin du monde, j'avais énormément de succès. J'étais assez connue en tant que médium dans ma région, organisant des événements en direct, empreints de faste et de glamour, attirant des centaines de personnes venues pour mes lectures publiques et séances de médiumnité. C'était fantastique. Ma vie était véritablement merveilleuse. Et les gens me demandent comment, en tant que médium, n'avez-vous pas su que vous alliez subir un AVC massif et frôler la mort? Je choisis et continue de choisir de ne pas connaître ce que je ne peux ni réparer ni changer. Ainsi, je ne suis pas un médium qui désire nécessairement savoir ce que l'avenir réserve, que ce soit pour moi ou pour l'humanité. Des phénomènes comme les ouragans, les grands séismes, ces énormes catastrophes, la personne moyenne ne devrait pas les craindre au quotidien. Je préfère ne pas m'en inquiéter car je pense vivre avec cette peur n'est pas juste pour un être humain. Et donc, je ne pouvais rien faire pour changer le fait que j'étais sur le point de subir un AVC et de vivre une expérience de mort imminente, EMI. Et donc, je l'ignorais tout en sachant que quelque chose allait inéluctablement se produire. C'était la période de Noël et moi, je préparais de la nourriture depuis des semaines et des pâtisseries depuis des semaines et ce devait être le premier Noël avant ou après le COVID. Et au lieu de faire des gâteaux et autres, je préparais des plats à congeler et je ne comprenais pas pourquoi je voulais faire genre de la sauce pour spaghettis et du chili et de la soupe et remplir tout le congélateur de plats préparés alors que j'avais besoin de place pour toutes les choses de Noël. Mais je continuais quand même. J'avais donc 6 semaines de plats congelés. Alors après l'AVC, mon mari n'a pas eu besoin de cuisiner parce qu'il sait à peu près faire le petit déjeuner, mais pas grand-chose d'autre. Des œufs cuits au plat, en résumé, ce sont simplement des œufs au plat. Oui, des œufs grillés qui sont vraiment très bons. Très subtil. Cela évoque des œufs grillés à la perfection, dignes d'un grand chef. Avant d'évoquer votre expérience de mort imminente, je voulais revenir sur ce que vous avez dit, que vous saviez, vous étiez différent dès le début, comme un cadeau, mais vous les avez tous rejetés. Non seulement je les ai rejetés,
mais je me suis tournée vers la religion parce que je ressentais, oh wow, j'ai ressenti quelque chose, une sorte d'appel. Et quand j'avais 15 ans, je prenais un mauvais chemin. Tu le sais, fumer de l'herbe, ne pas être quelqu'un de bien. Et j'ai fini par déménager au Mexique avec ma famille pour ouvrir un restaurant. C'est vraiment le comble. Et là-bas, j'ai eu une vision il y avait comme deux chemins. L'un était celui de tous les amis et fumer de l'herbe, boire, tout ça. Et l'autre chemin n'était que lumière. Je ne pouvais pas voir ce qu'il y avait dans la lumière. Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais j'ai choisi le chemin de la lumière. Pourtant, je ne savais pas où aller à partir de là. Alors, mon esprit de 15 ans s'est dit, bon, la lumière, comme une lumière éclatante de révélation, c'est la religion, non? C'est comme un appel religieux parce que c'est tout ce que je comprenais à l'époque et je n'ai pas été élevée dans la religion. Alors, j'ai commencé à aller à l'église. J'ai dû visiter genre 10 à 15 églises différentes en essayant de refouler ces trucs dans ma tête. Genre, je ne voulais pas savoir quand les avions allaient s'écraser. Je ne voulais pas savoir quand des membres de ma famille allaient mourir. Je ne voulais pas voir toutes ces personnes que personne d'autre ne voyait. Et je me suis même convaincue que peut-être j'étais malade mentale. Peut-être que ce que je voyais était en fait dans mon imagination, mais ce serait quelqu'un que je connaissais qui était décédé et je pouvais le voir. Je savais au fond de moi que je ne l'imaginais pas, mais j'ai tout tenté, vraiment tout, pour arrêter. Je ne voulais pas être médium, cela avait une mauvaise image. Je suis née en 1981. C'était encore l'époque où l'on composait des numéros surtaxés pour obtenir une consultation de voyance, n'est-ce pas, 2 $ la minute, ou presque. Quel était son nom? Cléo. Exact. J'ai oublié comment elle s'appelle. C'est Madame Cléo, non? Oui, mademoiselle Cléo, et je ne voulais pas ça. Je voulais juste être une personne normale et je ne savais pas comment. Je ne savais pas comment. Arrêtez ça. La religion a réellement aidé à ce niveau-là, parce que mon esprit a en quelque sorte pris le dessus et s'est dit, tu sais quoi, maintenant, je serai jugée pour l'éternité, si ça me plaît, tu sais. Je continue dans cette voie. Et, et pendant quelques années, j'ai vraiment réussi à tout arrêter. Mais une fois que j'ai eu mon enfant, je me suis dit, tu sais quoi, pourquoi je fais semblant d'être quelqu'un d'autre? Je veux montrer à mes enfants qu'ils peuvent être qui ils veulent, que cela soit socialement acceptable ou non. Et donc, petit à petit, c'est devenu et c'est moi. Je ne devrais pas avoir honte, en quelque sorte. J'ai l'impression que la vingtaine est une décennie un peu gâchée. On est encore jeune. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. C'est comme une enfance prolongée, n'est-ce pas? Mon Dieu, les avions sont absolument nuls, sans exception. Nous sommes à l'apogée de notre forme et nous sommes en train de la gâcher. Et ne me lancez pas sur le sujet. Quand je repense à mes 20 ans, je me dis, pourquoi n'as-tu pas plus voyagé? Pourquoi n'as-tu pas fait ci? Pourquoi n'as-tu pas investi dans Apple? Quoi? Du plaisir quand j'en ai eu l'occasion. Je me suis quelque peu éloignée de la religion et en fait, je suis partie en Asie, c'est incroyable. Et là-bas, je me suis un peu retrouvée, suis revenue et c'est alors que j'ai rencontré mon mari. Et lui aussi était croyant, alors je me suis quelque peu rapprochée de la religion. Mes enfants ont été élevés dans l'Église jusqu'à ce que j'accepte mon don et ensuite l'Église m'a en quelque sorte exclue. Ils ont dit en gros que je ne pouvais pas faire ça et enseigner à l'école du dimanche, que je ne pouvais pas faire ça et être un membre actif. Alors j'ai pensé, vous savez quoi? Non, c'est moi et cela représente ce que je désire être. Alors, sans faire demi-tour ni regarder en arrière, je suis simplement devenue moi-même. Et c'est l'une des choses que je dis que j'adore mettre en avant dans cette émission. C'est lorsque je parle à des personnes comme vous qui ont des dons. Les gens pensent souvent, oh, ils essaient juste de nous arnaquer, ou c'est simplement une combine, ou ceci, ou cela. Et moi, j'essaie vraiment de mettre en avant l'aspect humain parce que ce n'est pas une voie facile, loin s'en faut. Pour posséder ces dons, on doit naître avec eux. J'ai presque plié les genoux en prière, espérant qu'ils ne soient pas comme moi, tant cela était difficile. Vous savez, à l'âge de 7 ans, un matin, je me suis réveillée avec une certitude. Je ne voulais pas aller à l'école. J'ai alors dit à ma mère, je ne veux pas aller à l'école. Quelqu'un va se blesser. Il y aura beaucoup de sang. Je refuse d'y aller. Mais ma mère m'a répondu comme si c'était inévitable, tu dois y aller. Elle doit travailler. Alors j'y suis allée et un gamin sur le terrain de jeu était sur les barres. Il a glissé, s'est frappé le visage, est tombé, s'est cassé le bras et l'os est sorti. Il y avait du sang et c'était horrible. Et j'ai pensé que je l'avais causé parce que je l'avais vu. Je savais que ça allait arriver et je n'ai pas pu l'empêcher. Dans ma tête, à 7 ans, je provoquais des crashs d'avions, des attaques d'ours, toutes ces choses que je voyais tout le temps.
Je me suis blâmée. Pas étonnant que je me sois tournée vers la marijuana, n'est-ce pas? Genre, c'est dingue. C'est beaucoup de responsabilités pour un enfant de 13 ans, en quelque sorte. Gérer ou surmonter, c'était mon dilemme. Alors, j'espérais tellement que mon enfant ne me ressemble pas. Je ne le souhaite vraiment à personne et ça sonne mal parce que, malgré tout, j'aime mes dons. Maintenant, vous savez, je n'ai pas beaucoup travaillé depuis mon AVC, mais cela pourrait suffire pour vivre. J'assiste tant de personnes, constamment. Tant de gens affirment que cela a profondément changé leur existence, mais je ne le conseillerais à personne, car pour y parvenir, nombreux sont ceux qui ne survivent pas. C'est un parcours de vie extrêmement ardu. Non, sans doute, vous avez de la chance que ce soit juste de l'herbe trouvée pour engourdir ce genre de situation. Je faisais constamment des allers-retours. L'alcool me plaisait, ainsi que toutes ces sortes de choses. Mais oui, sure, je suis reconnaissant, car cela aurait vraiment pu se passer autrement. Oui, c'est vraiment intéressant. Je n'ose imaginer grandir avec de telles capacités sans aucune orientation. Ce n'est pas comme si ta grand-mère te disait: «Viens ici, Amber. C'est un héritage familial. Nous avons tous ce don. Laisse-moi t'en parler.» Tu étais juste complètement perdue, en pleine nature sauvage. Et tu es méchante. Tu aurais pu très facilement, si ce n'était probablement pas pour un peu d'aide de l'autre côté, travaillant en coulisses avec toi, même si tu n'étais pas conscient de sa présence, afin de t'orienter tout au long de ce processus. Car, je veux dire, je ne sais pas, c'est la première chose que je demande quand je parle à des médiums ou des voyants. Je dis: «Alors, quand vous avez entendu les voix, vous êtes-vous jamais senti fou?» Car tout individu, sans exception, une personne normale se demanderait: «Est-ce que cela pourrait être maman, grand-mère?» Jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de 5 ans, je pensais que tout le monde était capable de les voir. Je ne comprenais pas pourquoi mes parents ne répondaient pas à certaines personnes alors qu'ils interagissaient avec d'autres. Pour moi, c'était la norme, n'est-ce pas? Alors, je n'avais pas réalisé que tous ces esprits et toutes ces voix n'étaient pas réels. Et je crois que c'est une expérience commune pour de nombreux enfants, n'est-ce pas? Se créer des amis imaginaires et de converser avec des personnes qui ne sont pas réellement présentes. C'est assez typique, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas hors du commun. Mais si ça ne disparaît pas vers 5 ans, c'est là qu'il faut commencer à se demander, genre, est-ce que mon enfant est spécial? A-t-il besoin de quelque chose? Moi, j'avais juste besoin de protection. J'ai appris très tôt à mes enfants à se protéger pour qu'ils puissent faire, genre, une protection énergétique. C'est tout ce dont j'avais besoin pour simplement désactiver cela jusqu'à ce que je sois assez grand pour pouvoir l'accepter. Mais je n'avais aucune idée comment. Est-ce comme un sixième sens pour vous? Est-ce ce que vous voyez vraiment? J'étais occupée. Ressentir, entendre, percevoir? Oui. Depuis la ND, c'est aussi télépathique. Ils n'ont même pas besoin de parler. Leurs pensées deviennent mes mots. Mais je demande toujours: avez-vous une pancarte fermée, genre: «Hé, je ne suis pas ouvert aux affaires.» Oui, ils sont parfois respectueux. J'ai toujours refusé d'être celui qui intervient juste pour l'audience télé, mais je ne veux pas me sentir forcée d'aller constamment au café. Genre, devoir dire: «Oh mon Dieu, voilà l'homme à la mère décédée et je dois en parler.» La première année, j'ai cédé car je ne savais pas comment stopper ça, comment fermer la porte à ces intrusions incessantes et ils ne me laissaient pas tranquille. Comme c'est très bruyant où je suis allée enregistrer le nom de mon entreprise et la dame qui m'aidait, sa mère était là et c'était son 100e anniversaire et elle devait dire: «Je suis tellement contente que tu m'aies apporté des fleurs» ou quoi que ce soit d'autre. Et elle a éteint les ordinateurs du bureau gouvernemental et soudain, plus rien ne fonctionnait. Et là, je me dis: «Vous plaisantez, j'espère.» Et le défunt, genre: «Je vais rester ici toute la journée jusqu'à ce que tu le dises.» «Tu n'auras pas tes papiers», dit-elle fermement. «Je ne laisserai pas les ordinateurs se rallumer.» Et moi, incrédule. Et la dame commence à attirer du monde parce qu'ils n'ont jamais vu un truc pareil. Et là, je pense, mon Dieu, je vais devoir le dire. C'est tellement embarrassant. Il y a comme une énorme file d'attente. C'est dans un bureau gouvernemental, mais je l'ai fait. Et donc, en l'espace d'environ 1 an après avoir accepté mes dons, j'ai appris comment établir des limites est crucial. J'ai appris à connaître mes guides spirituels qui sont très protecteurs envers moi. Il y a aussi des zones interdites. Quand je suis à l'école de mes enfants, au centre commercial, à la banque ou au supermarché, personne n'a le droit d'eux. Et ils sont très respectueux de cela. Ce n'est pas comme dans les films avec des morts, saignant et boitant partout. Ce n'est simplement pas la réalité. Donc ce que vous me dites, c'est que ça ne ressemble pas vraiment à Whoopi Goldberg dans Ghost? Non, bien que j'ai entendu d'autres dire que c'est un peu le cas. À moins que vous ne fixiez les limites, cela peut l'être. Au début, c'était le cas. C'était genre incessant. Et maintenant, c'est plutôt non. Et depuis l'AVC, je n'ai pas pratiqué le médiumnisme. Je me suis uniquement consacrée aux lectures psychiques. Tout simplement parce que quand tu meurs et que tu vas là-bas,
tu as en quelque sorte envie de revenir. Et je ressens toujours ce même désir ardent. Et lorsque je regarde mes proches là-bas, les voyant si emplis de bonheur et de paix, et que tout paraît si évident et si simple, cette nostalgie, ce manque sont là. Ainsi, je ne suis pas prêt à parler de nouveau avec les défunts. Ils sont respectueux. Et rapidement, avant votre UMI, quelle a été la réaction de la dame du bureau gouvernemental quand vous avez évoqué, cette chose sur sa mère? Elle a été très choquée. Et je viens de dire, comme vous pouvez le voir, j'obtiens juste ma licence commerciale maintenant. C'est nouveau pour moi. Je suis désolée, mais votre mère a vraiment besoin que je dise ça. Si vous voulez vraiment lui parler, c'est le nom de mon entreprise. Elle avait mon numéro de téléphone. Appelez-moi. Et puis, je n'y ai plus pensé. Et je pense que, encore une fois, c'est difficile de se repérer dans le temps après un AVC. Mais en l'espace de quelques semaines, elle a effectivement envoyé un message et organisé une rencontre pour pouvoir vraiment parler à sa mère. Waouh! Oui, C'est incroyable. pas amusant pour moi, cependant. Oh mon Dieu! Et avant cela, avant d'accepter mes dons, j'exerçais dans le secteur du travail social et de la santé mentale. Oh là là, je me comportais vraiment comme une maman poule, bien sûr. J'étais vraiment ainsi car je voulais toujours être ce genre de personne pour que personne ne devine jamais que j'avais tout cet autre aspect de moi. Donc oui, à l'époque, je travaillais encore dans le domaine de la santé mentale, dans un service de désintoxication médicale et une équipe d'assistance aux sans-abri et tout ce genre de choses. Et puis me voilà en train de parler aux morts. Vous étiez vraiment déterminé à construire cette persona, ce bouclier, ce des masques pour cacher votre véritable moi. C'est assez remarquable. D'un point de vue psychologique, ce que vous faisiez est assez remarquable. Pas seulement dans le sens où l'on se dit je vais agir de cette manière, je vais obtenir un diplôme, je vais persévérer. C'est comme si vous, véritablement, oui, je vois. Est-ce vraiment lancez-le dans l'univers? Je voulais juste être une personne normale. Et tu ne peux pas, surtout pas moi. Je ne veux pas me vanter, mais je suis extrêmement douée. Je suis considérée comme l'un des empathes les plus puissants qui existent au monde. Et c'est vraiment difficile à réprimer. Ainsi, je suis content de ne pas devoir le faire maintenant. Il est difficile de faire face au jugement des autres. Au moins 40 de la planète pensent que je suis totalement contrariée. Les autres, 60 sont probablement encore partagés en deux. Moitié Ou juste curieux peut-être? curieux, n'est-ce pas? Et puis l'autre moitié, d'accord, je pourrais presque, ce n'est pas pour tout le monde. Mais c'est moi et je dois être moi-même. Et je ne suis certainement pas assistant social, même si je conseille un peu, je suppose. D'accord, d'accord. Désolé. Alors, racontez-moi ce qui s'est passé le jour de votre EMI. Alors, j'ai toujours été complètement fou de Noël. Pour moi, c'était l'instant précis où je percevais que l'énergie collective se transformait et cela avait invariablement lieu chez moi. Et donc, nous approchions de la période de Noël. J'aurais dû m'en douter, car le 23 décembre, il ne se passe jamais rien de bon dans notre famille. Mais nous avions passé la journée, le 22 décembre, fabriquant des maisons en pain d'épices avec mes enfants et nos anciens enfants en famille d'accueil, car nous avons été parents d'accueil par intermittence. Et donc, c'était une journée chargée et je savais que je préparais un grand dîner. Il allait y avoir, je pense, 30 personnes à dîner. Et donc, nous avons eu une journée vraiment intense et nous avions prévu de regarder un film de Noël, mes enfants, mon mari et moi. Donc, on s'était confortablement installés pour profiter du film et tout à coup, j'ai eu la pire migraine de toute ma vie. Je ne pouvais plus fonctionner. La douleur était insupportable. Habituellement, je souffre souvent de maux de tête, de céphalées de tension chronique et j'ai des problèmes de dos et de cou. Donc, ce n'était pas totalement inhabituel pour moi, mais cette fois, c'était vraiment très douloureux. Alors, j'ai dit, vous savez quoi, les gars, je me sens tout simplement mal. J'ai une migraine atroce. Je vais me coucher. Ils ont continué à regarder le film de Noël et moi, je suis allée me coucher. Et environ 1 heure plus tard, je crois que je ne m'en souviens pas complètement, j'ai envoyé un message à mon mari en disant que cette migraine était vraiment insupportable. Peux-tu m'apporter du Tylenol et de l'Advil? Et il a fait, d'accord. Et donc, il m'a apporté ça et je suppose que je me suis endormie. Les médecins pensent que je suis tombée dans l'inconscience parce que la migraine était due à ma carotide gauche. Je présume qu'une dissection peut être extrêmement douloureuse. Ainsi, je me suis endormie, probablement aux alentours de 22h30, et je me suis réveillée à 4h45 du matin. Et je ne savais pas du tout ce qui se passait. Je pensais peut-être à une paralysie du sommeil, car je ne pouvais pas bouger correctement, et je ne comprenais pas pourquoi. Il s'est avéré que j'étais complètement paralysée du côté droit de mon corps. Je ne pouvais faire aucun mouvement. Ils m'ont administré des piqûres
sans résultat. De plus, j'avais perdu l'usage de la parole. Ainsi, je me trouvais alitée, isolée, car mon mari n'était pas à mes côtés. Et donc, je me disais, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Et je pensais que je rêvais, alors je voulais aller à la salle de bain, juste à côté du lit. Alors, je me suis poussée avec ma main gauche et d'une manière ou d'une autre, je me suis assise sur le bord du lit. Puis, j'ai essayé de me lever alors que j'étais paralysée et je suis tombée. Et donc, un lit vraiment haut pour une raison quelconque. J'ai heurté tout le lit en tombant. Et puis, j'ai compris que je ne rêvais pas et je n'avais aucune idée de ce qui se passait et il fallait absolument que je rejoigne mon mari. Et il s'avère qu'il s'était endormi sur le canapé. Alors, j'essayais de ramper à l'armée avec un bras vers la porte. Je ne pouvais pas bouger. Un poids paralysé est un poids mort. Vous ne pouvez rien faire. Impossible de bouger. Mais il y avait un mur. Alors, j'ai frappé très fort contre le mur. Et je suppose que mon mari s'était un peu remué quand je suis tombée du lit, mais comme il n'avait plus rien entendu, il s'était rendormi. Et puis, j'ai frappé contre le mur et il est arrivé et là, il n'a pas allumé la lumière. Il fait genre, Amber, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es par terre? Et je ne pouvais pas parler. Je pouvais dire que deux mots. Michel, qui est le nom de ma sœur, allait savoir pourquoi. Ce n'était pas ça. Et je pouvais, ouais, parce que jurer, c'est de l'autre côté de mon cerveau, ce qui est merveilleux. Et je pouvais, genre de grognement ou quelque chose. Et il fait genre, pourquoi tu es par terre? Et il a essayé de me soulever et je pesais une tonne. Et il ne comprenait pas, alors il a allumé la lumière, est venu voir et il est secouriste niveau 3 pour le travail. Et il m'a regardé et quelque chose qu'on ne devrait pas dire à quelqu'un qui fait un AVC, c'est je pense que tu en as assez eu et AVC. Et puis, il m'a soumis à un test. Lève les bras, souris, parle, me disait-il, comme si c'était quelque chose de simple à exécuter. Mais je n'arrivais à rien faire de tout cela. C'est alors qu'il a décidé d'appeler le 15. Mes parents, résidant dans l'appartement du sous-sol de notre maison, et ma mère, ayant entendu du remue-ménage, est montée naturellement parce que c'est dans la nature humaine de réagir ainsi. Je n'avais pas de vêtements sur moi, seulement des sous-vêtements. Alors, j'essayais de leur faire comprendre que j'avais froid, que je souhaitais avoir des vêtements pour me réchauffer avant que l'ambulance n'arrive. Mais je ne pouvais pas parler et ils ne saisissaient pas le sens de mes gestes désespérés. Alors, avec mon bras non paralysé, j'ai commencé à me frapper. Ils ont pensé que je disais « je souffre ». Les AVC ne font pas mal, on ne ressent rien et ça ne vous réveille pas. Ça fait simplement pas mal. L'objet paralysé paraît étrange, mais cela ne cause aucune douleur. Donc, je continuais à faire ça. Finalement, ma mère a compris, elle a enfilé un pantalon et genre un pull chic. Je ne sais pas pourquoi. Et les secouristes sont arrivés et ils ont dit qu'ils ne pensaient pas que c'était un AVC. Ils croyaient que j'étais ivre. Ainsi donc, ou défoncé parce que nous vivions dans un quartier huppé, dans une maison élégante, et ils ont supposé que j'étais juste une femme au foyer ivre. Leur comportement était vraiment grossier et ils faisaient preuve d'une grande lenteur. Et mon époux devenait incroyablement enragé. Il insistait en disant elle ne consomme pas d'alcool, elle ne fume pas, elle ne prend pas de médicaments. C'est un AVC. Regardez-la, elle ne peut pas sourire, elle ne peut pas parler. Qu'est-ce que vous faites? Allons-y. Ils m'ont donc très lentement mise dans l'ambulance et mon mari ne pouvait pas venir avec moi dans l'ambulance, encore une fois. COVID. Ils sont très stricts sur les règles parce que c'était en 2021, donc on commençait tout juste à pouvoir se rassembler. En route vers l'hôpital, ils n'ont pas activé les sirènes. Après coup, je réalise que j'ai eu des accidents ischémiques transitoires à Haïti suite à mon premier AVC. En cas de suspicion d'AVC, les ambulanciers annoncent normalement un code AVC par radio pour alerter l'hôpital. Mais ils ne l'ont pas fait pour moi. À mi-chemin, paniquée, j'ai saisi la main de l'ambulancier, cherchant du réconfort face à la peur, et je l'ai fixé intensément, comme pour essayer de communiquer sans parole que je me sentais partir, que je me sentais mourir. Et puis, finalement, il a croisé mon regard et a dit à son collègue à l'avant, je pense vraiment que c'est un AVC. Malgré cela, les sirènes restaient silencieuses. Aucun code AVC n'avait été annoncé. Arrivés à l'hôpital, dans la zone de triage, ils se sont mis à bavarder avec d'autres ambulanciers, pendant que moi, je restais là, assis, sans que personne ne s'occupe de mon cas. Et en conclusion, un garde l'homme à l'accueil du service de triage s'est retourné vers moi, m'a observé attentivement et a lancé « Qu'est-ce que vous attendez? Il est évident qu'elle est en train de faire un AVC. » C'est alors qu'un code AVC a été activé et que tout le personnel s'est précipité pour intervenir. Et pendant ce temps-là, mon mari était déjà en chemin vers moi. Il avait pris soin d'appeler ma sœur qui s'était également mise en route. Mes enfants, eux, n'étaient pas venus. Mon mari avait choisi de les préserver, incertain de la situation et de ce qui pouvait arriver. Alors, sans tarder, on m'a conduite directement vers le scanner et c'est là que j'ai commencé à perdre et à reprendre conscience de façon intermittente. Cela pourrait être trop détaillé. Faites-moi savoir si c'est excessif. Détail, oui. Alors, lorsque vous, car c'est véritablement fascinant. Et bien sûr,
Il faut licencier les ambulanciers, 110%. Donc, vous êtes allongé sur la table, vous êtes présent, vous perdez connaissance, puis la reprenez. À quel moment exactement cela se produit-il? Allons-y. Oh, tout s'est passé. Ils ont découvert que j'avais fait un AVC massif, un AVC complet qui a entraîné un second AVC. J'étais en train de mourir, donc ils devaient me transporter d'urgence par hélicoptère. Ils ont tout organisé pour me transférer car j'avais besoin d'une chirurgie cérébrale. C'était la seule option. Ils m'ont administré du TPA. Ça n'a pas fonctionné. C'est celui qui annule les effets des AVC. Ça n'a pas marché. Je n'ai pas récupéré l'ombre d'une capacité. Je ne pouvais toujours pas parler. Alors, toute la famille est venue pour dire au revoir. Je suis montée dans l'hélicoptère et ils ont laissé mon mari venir parce qu'ils pensaient que j'allais probablement mourir avant d'arriver à l'autre hôpital. Et on a décollé et le soleil a frappé mon visage. Et mon mari a tenté de le bloquer. Et j'ai fermé les yeux lorsque le soleil a frappé mon visage et je me suis réveillée de l'autre côté. Il n'y avait pas d'entre-deux, pas de transition, pas de va vers la lumière, personne pour me dire de venir ou m'appeler là-bas. J'ai simplement fermé les yeux et les ai rouverts. Et je me trouvais dans le plus beau jardin que j'ai jamais vu de toute ma vie ou ressenti. Il y avait des couleurs qui n'existent pas ici. Je n'avais pas de chaussures. Et donc, juste la sensation de l'herbe entre mes orteils était incomparable à tout ce que vous avez pu connaître. C'était plus paisible que n'importe quel moment que j'ai vécu en tant qu'humain dans cette vie. Il y avait un ruisseau et je pouvais y tremper mes orteils. Et c'était comme tout rayonnait de l'amour et de l'énergie de Dieu. Et il y avait une certaine lueur, un peu comme dans Avatar, une lueur particulière en toute chose. Ainsi, chaque molécule pouvait se connecter énergétiquement à tout le reste. Ainsi, l'herbe pouvait ressentir l'eau, l'eau pouvait ressentir les fleurs. Je pouvais ressentir tout cela. Il n'y avait aucune séparation. Et mes guides étaient là et je connaissais déjà mes guides, donc je les ai reconnus. Il y avait aussi quelques-uns de mes proches un peu à l'écart, ainsi que mon mari et mes enfants, car j'étais là pour faire un choix. Je devais décider si je voulais revenir ou non. Et si le choix impliquait de devoir quitter mon mari et mes enfants, ce ne serait même pas une vie agréable. Je reviendrai simplement. Mes nos supérieurs sont toujours là. Donc, il y a toujours une part de moi là-bas. Il y a toujours une part de toi là-bas. Chaque être humain existant possède un moi supérieur ou une entité supérieure qui est toujours de l'autre côté, un peu comme le marionnettiste de toutes vos vies. Et donc, je devais savoir que mes enfants et mon mari seraient avec moi, quel que soit le choix. Ma belle-mère était présente. Elle est également décédée le 23 décembre, une journée vraiment terrible. Certains de mes animaux étaient là. Je n'ai parlé à aucun d'eux. Ce n'était pas nécessaire. Je ne me suis pas approchée. Tout se passait par télépathie. Ils étaient simplement là, en soutien. Et puis, de l'autre côté, se trouvait un groupe extrêmement immense de personnes. En passant de l'autre côté, le pourquoi n'a plus sa place. Alors, tout change. À que l'on se demande ou que l'on pense, pourquoi cela arriverait-il jamais? C'est fini. Il n'y a plus de pourquoi, car vous savez tout. À l'instant où vous y êtes, toute votre amnésie humaine disparaît. Et donc, il y avait ce grand groupe de personnes, et j'ai regardé, et en une milliseconde, je me suis dit, oh mon Dieu, ce sont toutes mes autres vies. Ils semblent tous différents de moi, hommes, femmes, enfants, personnes âgées, jeunes, chacun avec sa propre unicité. Des dimensions temporelles impliquent le passé, le présent et le futur. Certains semblaient tout droit sortis des années 1800, tandis que d'autres paraissaient venir de l'an 2300. Et ils étaient également présents pour apporter leur soutien, car nous collaborons tous ensemble de l'autre côté et pas nécessairement ici. Ainsi, mes guides spirituels ne m'ont pas explicitement dit quoi faire. Ils m'ont pas indiqué si je devais y retourner ou pas. Ils m'ont juste montré ce qui se passerait pour les deux issues possibles. Alors, ils me l'ont dit. Si tu choisis de rester ici, c'est tout à fait bien. Et voilà ce à quoi ressemblera la vie de tes enfants, la vie de ton époux, de ta famille au complet. Ce qui va advenir ou, en quelque sorte, le devenir de tout. Toi, rester ou opter pour ne pas retourner à. Et ensuite, ils m'ont révélé ce qui se produirait si je décidais de revenir. Et ils ont dit, tu accompliras des choses incroyables, mais les premiers 18 mois, tu voudras mourir.
Ce sera si difficile que tu te poseras des questions. Pourquoi tu es revenu? Et laisse-moi te dire, ça a été les 6 premiers mois en particulier étaient terribles. J'ai sérieusement envisagé de repartir, mais ils ont dit que la raison en était qu'en l'espace de 18 mois, j'allais apprendre une patience de toute une vie, parce que c'est le thème principal de ma vie, la patience. Celle-ci, c'est la patience. Et j'ai toujours eu du mal avec ça, la patience envers moi-même et envers les autres. Et il fallait que j'apprenne une patience de toute une vie en seulement une mois, parce qu'après, je passerai à comme 70 d'apprentissage de la vie et 30 d'enseignement de la vie. 60 à 70 du temps à enseigner la vie et juste 30 à apprendre. Donc, en résumé, partageant certaines leçons que j'aurais pu apprendre afin que je puisse enseigner à davantage de personnes. Je ne sais pas exactement, mais j'espère faire des choses géniales maintenant. Et ainsi donc, j'avais l'impression d'avoir 50 ans pour décider. Il n'y avait pas d'urgence, il n'y avait pas de jugement. Dieu ne m'a pas dit de revenir ou non. L'énergie de Dieu était là, je pouvais la ressentir, mais il n'y avait aucune insinuation du genre « si tu ne reviens pas, je te juge, tu échoues et tout ça ». Rien de tel ne s'est produit, rien de tel. Et alors, je me suis imaginé les pieds nus dans l'herbe. Cela a semblé durer éternellement, tant c'était incroyablement apaisant. Debout dans l'eau, et je pouvais me voir ici, je pouvais voir ma famille, je les voyais marchander avec Dieu. Dire que vous savez, si elle survit, je ferai tout ce que vous voudrez, absolument tout. Je changerai ma vie, tout ce genre de choses. Je les voyais tous faire leur bagage, car ils allaient nous conduire vers le second hôpital. Je voyais mon corps et je voyais qu'il s'accrochait encore à la lumière. J'étais toujours dans l'hélicoptère. Ma température augmentait parce que mon cerveau était en train de lâcher prise. J'ai vu l'hélicoptère atterrir et venir vers moi, arriver à l'hôpital. Et alors, mes guides m'ont expliqué que je devais faire un choix. Au moment où j'ai subi une crise de grand mal provoquée par un œdème cérébral, et lorsque cette crise s'est achevée, c'était le moment où je m'apprêtais à réintégrer mon corps. Lorsque la crise a pris fin, si j'étais sur le point de mourir, mon cerveau continuerait à enfler, entraînant une mort cérébrale, car les crises ne cesseraient pas. Ainsi donc, finalement, j'avais l'impression, enfin, même si ça n'avait pas duré si longtemps, que j'étais hors de mon corps. J'ai dit, je vais y retourner, je le veux vraiment. Et c'est à cet instant précis que j'ai pris ma décision. Je ne disais pas non. Donc, je n'étais plus dans le jardin, j'étais dans cette salle d'attente baignée de lumière parce que mon âme avait choisi de ne pas être dans mon corps pendant la crise car c'est douloureux. J'étais donc dans une salle lumineuse. J'ai entendu des récits de personnes, vous savez, allongées sur un lit d'hôpital pendant qu'elles subissent une opération et tout. C'était un peu comme si elles se trouvaient dans une sorte de petite salle d'attente. Zone, si tu ne souhaites pas être dans un corps, cela peut être réellement douloureux et la douleur s'estompe dès qu'elle disparaît. Je n'étais plus assis dans la salle d'attente, j'étais à l'intérieur de mon corps et j'étais inconscient. Quelques jours, peut-être un jour ou 2 jours. Ouais, c'est exactement à ce moment-là que le combat avec mon côté humain a débuté. Ouais. Alors, avant d'arriver à la bataille, expérience de mort imminente fascinante. Quand vous êtes revenu, cela a-t-il été brutal ou avez-vous simplement pensé «Ah, me voilà maintenant»? L'expérience était-elle douce ou a-t-elle été violente? Non, c'était à peu près comme quand je suis partie. Je suis revenu comme si de rien. Ouais, d'accord. Retour direct comme avant. Permettez-moi de revenir sur votre expérience de mort imminente. Vous avez mentionné avoir vu vos animaux. Ouais, et là, on était effectivement l'un d'eux était en réalité encore en vie. Altaïs était décédée 4 jours après avoir subi un AVC. Elle était âgée de presque 18 ans. Ainsi, une partie d'elle devait déjà être prête à partir car elle souffrait de démence. Et les personnes atteintes de démence sont parmi les rares que je vois personnellement qui peuvent, même sans posséder un don particulier, accéder à l'autre monde. Alors, quand vous avez ce grand-père qui raconte je suis allée travailler aujourd'hui et j'ai vu un tel et a réalisé tout. À 90 ans, atteints d'Alzheimer en phase terminale, ils en sont vraiment capables, car ils peuvent apercevoir leurs proches et ils peuvent voir les dimensions temporelles. Donc ouais, je pense que peut-être les chiens, c'est un peu pareil. Quand ils ont la démence, ils peuvent en quelque sorte ressentir l'autre côté. Ouais, Parce qu'il y a tellement d'auditeurs qui se posent des questions sur leurs animaux, genre: «Qu'est-ce qui se passe? Tous les chiens vont-ils au paradis?» comme on dit.
Ils y vont de manière absolue. Et ils étaient là pour vous soutenir également. Et il y avait encore 2 autres chiens de toute votre vie quand vous étiez jeune. Merci beaucoup. Oui, traîner dans le soutien et ils se sont rapprochés de moi plus que la famille parce qu'ils ne sont pas aussi distrayants. La famille, vous voulez leur parler? Bien sûr. Ça fait 10 ans que je ne vous ai pas vu. Je veux vous parler. Les chiens peuvent simplement se balader et rester avec vous. Oh, c'est vraiment magnifique. Compris. Vous avez dit quelque chose d'intéressant, avoir vu tout votre passé. Des vies ou des personnes de ces vies, toutes, regroupées. Je n'avais jamais entendu cela auparavant. J'ai entendu parler de personnes ayant accès à des images et des scènes de leur vie passée et de leur vie de future. Mais laissez-moi vous poser cette question, car c'est quelque chose, je suis fasciné par cela, et c'est quelque chose que notre petit les ordinateurs humains, nos cerveaux, peinent à saisir que tout se déroule simultanément dans une autre dimension. Là-bas, le passé, le présent et le futur ne sont pas distincts, car il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. C'est un concept ardu pour nous, habitués à un temps linéaire. En tant que médium ayant expérimenté une mort imminente et accédant à cet au-delà, pourriez-vous nous éclairer? Comment feriez-vous comprendre cette notion à quelqu'un qui la juge insensée? Comment faites-vous tout cela? J'ai une sorte de petite image pour expliquer cela. Imaginez Dieu ou la plus haute puissance selon ce que vous ressentez, comme un nuage de pluie, et toutes les âmes sont des gouttes de pluie. Elles proviennent de lui et finissent par retourner à lui. Ainsi, il y a toutes ces gouttes de pluie qui, lorsqu'elles tombent, deviennent leur propre pluie. Donc, mon moi supérieur est un nuage de pluie, n'est-ce pas? Voilà, c'est de l'autre côté. Cela ne quitte jamais vraiment l'autre côté, mais cela donne naissance à toutes ces autres gouttes de pluie. Et ces gouttes de pluie, elles pénètrent dans de multiples vies en même temps, telle une grande averse. Elles se dispersent, voyagent à travers la planète, traversent différentes dimensions temporelles et finissent par retourner au nuage de pluie. Finalement, chaque goutte de pluie représente un univers en soi, tout en étant une partie d'un ensemble plus vaste. Ainsi, toute ma vie s'inscrit dans ce cycle. Quand vous êtes de l'autre côté, tout se passe simultanément, ce qui est extrêmement difficile à comprendre pour les humains, parce que nous avons besoin du temps linéaire pour donner un sens à notre existence. Mais de l'autre côté, ils n'ont pas besoin du temps linéaire car nous pouvons absolument tout voir. Je pourrais même ressentir si je choisissais de retourner dans mon corps. Oui, ce serait une vie un peu plus difficile et quelques-unes de mes autres vies pourraient me prendre une pause parce que je choisis maintenant ce chemin difficile et aucune d'entre elles n'aura à le faire maintenant. Donc personne d'autre n'aura à vivre une EMI après un AVC. Dieu merci, personne d'autre n'a à le faire. Ainsi tout continua et méticuleusement planifié et organisé. Et c'est tellement compliqué. Et il n'y a presque aucun mot pour l'expliquer de manière humaine. Parce que nous ne pouvons pas le comprendre, car nous pensons en termes d'âge, n'est-ce pas? L'âge, la naissance et la mort. Et cela n'existe tout simplement pas. Et donc, toutes ces vies que j'ai vues étaient en réalité juste de petites parties de moi. J'avais juste besoin de cette image pour savoir, d'accord. Tout ce qu'ils m'ont dit depuis que j'ai accepté mon don réel et vrai parce que, regarde, c'est ce qu'ils disaient, que nous travaillons tous ensemble parfaitement dans notre imperfection. Peut-être que c'est exactement comme vous le dites. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que chacune de ces gouttes de pluie est en fait des jeux vidéo et des mondes qui sont créés avec de nouveaux personnages, de nouveaux avatars, si vous voulez, et ils sont tous joués en même temps. Donc, multiple, cette unique foule de pluie qui est le disons, l'âme supérieure, si vous voulez, est en quelque sorte le joueur principal, mais qui a beaucoup de petits joueurs qui jouent tout le long. Et alors, si dans cette vie, vous décidez de faire quelque chose, que vous avez vraiment le libre arbitre, cela va engendrer des ondes, si l'on peut dire, en arrière et également en avant. Ainsi, comme vous l'avez mentionné, certaines de mes existences futures pourront se reposer puisqu'elles n'auront pas à endurer tout cela. Ou des vies antérieures, encore une fois. Le temps linéaire n'existe pas, n'est-ce pas? Cela pourrait être l'une de mes vies au 17e siècle. Je n'aurais plus à faire X, Y, Z car c'est déjà fait. Car, en effet, tout est en fonctionnement simultanément. C'est tellement difficile à expliquer.
Imaginons que, pour l'instant, nous sommes engagés dans une sorte d'expérience, tu es d'accord? Nous 2, on prend place, on devient en quelque sorte les surmoi de nous-mêmes. Ça te va? On se lance dans cette idée, d'accord, on va créer pas moins de 500 vies, imagine ça. On va concevoir 500 existences distinctes qui seront, en quelque sorte, comme 500 jeux vidéo auxquels les gens pourront se raccrocher. Ainsi, nous serons l'essence de ces 500 jeux vidéo. Et chaque jeu vidéo, il va se démarquer par un univers unique, des défis inédits, des activités variées à accomplir dans chacun de ces mondes virtuels. Alors pour la première, tu seras une femme à une époque où les femmes n'ont absolument aucun pouvoir, sont maltraitées et réprimées. La vie suivante, tu vois? Ensuite, tu te retrouveras en position de pouvoir et tu auras le choix soit d'être bienveillant, soit d'être cruel. Et c'est ardu pour nous de saisir tout cela, mais lorsque tu entames une réflexion sur l'informatique quantique, les algorithmes et ce type de sujet, cela commence à légèrement prendre sens, car tu es capable de traiter une multitude de choses en parallèle. Et à leur sujet, je n'aime pas vraiment dire cela. Certaines personnes éprouvent du plaisir dans cette pensée, tandis que d'autres non, car elle leur donne un sentiment d'insignifiance. Mais si l'on prend en compte cette vie unique que nous avons, comment les êtres humains peuvent-ils envisager de planifier toute leur existence? Cela semble interminable pourtant, en l'absence de temps et d'espace, cela ne l'est pas tant que ça. Ainsi, établir le plan d'une vie entière, ils disent, c'est comme ajouter un grain de sable aux innombrables plages du monde. Pour ceux qui détiennent une connaissance sans limite, c'est aussi aisé que cela, et ainsi de suite, et une capacité de calcul informatique sans limite. Ouais, tout autant, n'est-ce pas? C'est donc compliqué pour nous de saisir pleinement cela. Et les gens n'apprécient pas non plus lorsque je mentionne ça, mais vous savez quoi? C'est une patate, de toute façon. Alors, qui traversent dans quelque sorte le paradis et l'enfer avec des punitions et diverses choses similaires. Et les assassins, alors? Et les agresseurs? Chacun d'entre nous, oui, chacun. Et c'est une vérité qui peut déranger. Chacun d'entre nous finira par tuer quelqu'un. Nous serons tués. Nous deviendrons des agresseurs. Nous serons l'abuseur. Nous serons différents dans nos capacités. Nous serons riches, pauvres, narcissiques. Nous vivrons, mon Dieu, une vie pour vivre tout ce que l'expérience humaine a à offrir, car c'est notre école, c'est notre chez nous. Alors nous venons ici pour apprendre, pour grandir et pour apprécier. Comment pourrais-tu jamais comprendre? Pour saisir la position d'un meurtrier ou en savoir plus, faut-il la vivre, n'est-ce pas? Je ne veux pas l'étudier. Pourquoi voudrais-je jamais explorer l'esprit de cette personne? Donc, tout cela même, votre moi supérieur est foncièrement bon, peu importe quoi. Alors, si une goutte de pluie est maléfique sur cette planète, cela signifie-t-il que vous punissez le moi supérieur qui prend soin ou supervise une infinité d'autres vies? Non. Cette goutte de pluie ramènera de l'énergie et des connaissances à partager avec le tout et continuera d'avancer. Comment pouvez-vous punir une petite partie d'une âme lorsque l'âme est bonne et qu'il est plus facile de comprendre avec des gens bons? Je ne veux pas de personas horribles, comme totus choses. Je ne sais pas à quel point je dois me censurer. Mais tout comme le fit Gengis Khan, tout cela également. Vous ne souhaitez jamais penser, oh, on est en train de les célébrer. Ce n'est pas le cas. On ne les célèbre pas vraiment. On les fait simplement revenir de l'autre côté sans porter de jugement sur leur existence. Mais la manière dont vous le présentez est les gens qui écoutent et qui se vexent à cause de ça, ils y associent des émotions. Alors que si vous êtes dans un jeu vidéo et que vous faites ce genre de choses, c'est très détaché des actions que vous pouvez faire. Dans Grand Theft Auto, je veux dire, enfin, les gens commettent des meurtres à tout va, les uns contre les autres, vous savez, violents, pillant, faisant tout ce qu'ils veulent. Et le joueur pourrait être un pratiquant ou tout gentil et là là là, je me contente de profiter de cette simulation. Si vous le voyez sous cet angle, ce qui est très difficile pour nous, car nous sommes émotionnellement attachés. Et si Dieu nous en préserve, quelque chose comme ça nous arrivait à vous ou à moi dans notre vie actuelle, je vous assure que vous et moi, on serait probablement émus à 100% parce que c'est là où nous en sommes. Et vous avez traversé des épreuves, j'ai traversé des épreuves. Nous avons tous vécu des événements, nous avons tous subi des traumatismes dans notre vie. C'est le cas de chaque être humain. Chaque être humain traverse une part de cela. Alors, mais si vous le regardez de cette distance ou avec cette perspective, cela a en quelque sorte du sens si vous pouvez. L'émotion qui nous est si difficile en tant qu'êtres humains. Nous sommes des êtres émotionnels, n'est-ce pas? Cela est bien ici. Et on aime juger. On aime dire, voilà comment on doit vivre la vie. Tous les autres, non, vous êtes nuls, n'est-ce pas? Tout simplement. C'est comme ça qu'on est élevé. Nous sommes élevés à l'ego. Et cela s'améliore légèrement, à mon avis, en tout cas,
Avoir la capacité de percevoir le collectif, ça va mieux. Et il existe tellement plus de place et d'espace pour accueillir diverses opinions et différentes façons d'exister ou de croire, mais il y a toujours ce bruit de fond de ce n'est pas génial. Non, vous ne voulez ni faire ça, vivre ainsi, ni croire cela. Vous le savez. Beaucoup de personnes ne comprendront pas avant d'avoir atteint ce point. Une âme plus jeune croira jusqu'à son dernier souffle que je suis fou. Et cela est très bien ainsi, car ils assimilent des enseignements bien différents de ceux que j'ai appris. Ils sont en apprentissage. Beaucoup ne comprendront pas avant d'y arriver. Une âme jeune croira jusqu'à la fin que je suis fou. C'est bien, car leurs leçons diffèrent des miennes. Ils apprennent en réfléchissant. Ceux comme moi se trompent. Ils doivent délaisser l'autre côté, trop attachés encore, alors que je les vois. Le sens et comprennent, pas juste pardon, mais pour y être allé. Et juste pour faire une petite remarque en passant, nous avons discuté de toutes ces vies qui se déroulent en même temps. Et toi, as-tu aperçu ton futur moi, mettons en 2300? J'imagine que tu étais vêtu d'une combinaison spatiale, évidemment. Il y avait un pistolet laser. Tu as en quelque sorte vu ce monde vers lequel nous nous dirigeons, où finalement notre perspective sera de se demander quelle est ta position, au vu de tes connaissances de l'autre côté et de ton don, des réalités alternatives, des réalités parallèles. Et est-ce que cela fait partie de l'infini de l'âme? Alors, comme si toi et moi prenions la décision d'aller à gauche au lieu d'aller à droite, cela déclencherait une possibilité, comme tu le disais, et si tu la poursuivais? Alors, existe-t-il un endroit où tu n'es pas revenu et où cette ligne temporelle a disparu? Absolument, oui. Et pour être tout à fait franc, nous vivons une multitude de vies, mais il est également possible de revivre cette même vie à plusieurs reprises. C'est précisément là que l'effet Mandela entre en jeu. Parfois, l'autre côté intervient également et se dit, bon, cette fois-ci ou cet endroit précis a eu un impact réel sur X, Y, Z. Il est impératif que nous changions cela. Et ce changement a le pouvoir d'altérer l'avenir des événements. Honnêtement, qui peut dire que ce n'est pas le cas? J'ai créé cette vie pour moi et pour tous ceux qui y figurent afin d'apprendre. Et peut-être que personne d'autre n'existe réellement et que tout le monde est là juste pour ma vie. On pourrait dire la même chose pour toi. Peut-être as-tu créé cette vie pour apprendre. Et comment appelle-t-on ça? Les PNJ? Peut-être que tous les autres est là uniquement pour que tu apprennes. Nous ne savons pas cela. Nous ne pouvons pas comprendre cela. Moi, je sais. Aller de l'autre côté et voir combien l'impact que ma seule petite personne pourrait, devrait ou va avoir sur ce monde est littéralement sans limite. Le plus petit acte peut altérer le destin de l'humanité et par là même transformer le cours du monde. Souhaites-tu évoquer les moments où nous avons ravagé cette planète? Infinie? Oui, le monde a connu une fin tellement de fois qu'il est impossible de toutes les recenser. Nous persistons simplement à renaître encore et encore. On peut dire la même chose. Et encore, cela ne plaît pas aux gens. Les dinosaures existent toujours. Ils sont juste dans une dimension différente. Et comme nous sommes en train de plus éclairer, nous pouvons en quelque sorte traverser les dimensions. Donc, les dinosaures existent toujours, mais dans un plan un peu plus élevé. Pas plus élevé, mais disons pas tout à fait. Comment expliquer cela selon notre jeu, oui, dans un monde parallèle? C'est ainsi. D'accord. Alors, nous commençons à comprendre une partie de tout ça. Même les scientifiques, ils commencent à saisir. Sacré bon sang, il y a tant de choses que nous ne connaissons pas encore ou que nous commençons tout juste. Et ils commencent à ne plus rencontrer des individus aussi fous que moi, comme c'était le cas auparavant. Eh bien, pour commencer, ce que vous dites, c'est le Truman Show. Nous sommes absolument comme littéralement Jim Carrey et le Truman Show. Ouais, l'intégralité, tout son univers. S'agit-il d'autres acteurs venus pour enseigner? Il est vraiment la vedette de cet univers. J'apprécie donc cette comparaison que vous faites. Cela plaira également à l'ego de chacun. Ouais, n'est-ce pas? L'ego de tous appréciera. Oui, je suis l'unique personne au monde et vous êtes ici pour suivre mes ordres. Mes enfants éprouvent cette sensation. Ah, moi aussi, j'ai des adolescents à la maison. Oui, absolument. Vous avez dit quelque chose de vraiment intéressant, l'effet Mandela. Et tout récemment, j'ai publié un épisode en compagnie d'un physicien de l'UC Berkeley qui traite des sauts quantiques et de l'effet Mandela. C'est une démarche sérieuse, une véritable plongée dans ces concepts. On ne se contente pas de survoler des curiosités telles que les Berenstain Bears, mais on s'immerge réellement dans la complexité du sujet. Des ours, en effet. Vous savez, beaucoup croient-ils que c'est du beurre de cacahuète Jiffy. En fait, c'est juste du beurre de cacahuète. Cela vous fait-il penser à l'effet Mandela? Je n'ai demandé à personne qui aurait une meilleure compréhension de ce phénomène et je n'ai jamais vu autant de réactions sur un épisode.
Tout le monde se rappelle, Luc, je suis ton père, comme si c'était exact. Et cette idée que si tu le construis, ils viendront, est aussi très répandue. Ce sont des répliques et des films célèbres qui ont changé, comme toi et moi pourrions nous souvenir. Luc, je suis ton père. Ce n'est pas ça ou ça en valait la peine. Bien sûr que oui. Et ressens les rêves. Si tu le construis, ils viendront. Pas, il viendra. Des choses de cette nature, surtout. Encore une fois, je crois que mes dons me confèrent, je ne sais pas, peut-être un petit avantage pour appréhender ces phénomènes. De ce fait, il m'est possible de percevoir et de me remémorer les deux dimensions. Lorsque cette dimension ou ce plan subit des modifications, quelles qu'elles soient, divers facteurs peuvent déclencher l'effet Mandela. Parmi eux, il y a l'autre côté qui prend conscience que, oh, cela a complètement bouleversé les choses. Etc. Donc, ce n'est pas l'effet ou l'effet Mandela, ce n'était pas de modifier les Berenstain Bears, c'était de changer cette personne à ce moment précis pour prévenir, modifier ou provoquer cela. Ainsi, les effets Mandela ne sont que les petits détails auxquels ils n'ont pas forcément pensé, genre, mince, ouais, on doit s'assurer que c'est bien le Jiffy. C'est du beurre de cacahuète Jiffy, pas de Jif. Ouais. Donc, ce qui a changé, ce n'était pas réellement le beurre de cacahuète. C'était quelque chose à ce moment-là ou une personne ou un événement, point. Et donc, une autre idée est survenue, quoi que ce soit. Mon pote disait, je ne suis pas le meilleur pour expliquer ça, mais tu sais quoi? Je vais aller droit au but. Alors, la dimension a été modifiée, de même que le parallèle, la leçon ou encore la raison. Quelque chose devait se produire ou ne pas se produire pour changer ou empêcher quelque chose dans le futur. Et ainsi, les petits morceaux que nous commençons à voir alors que nous devenons plus éclairés. Ce n'était en fait pas cela qui a été changé, c'était juste une conséquence indirecte de ce changement ou de cette personne. Il se peut qu'une personne ait décidé de ne pas poursuivre une certaine carrière parce que si elle l'avait fait, elle aurait pu engendrer quelque chose capable potentiellement d'anéantir le monde ou, vous savez, contribuer excessivement à ce phénomène mondial. Alors, pour illustrer parfaitement, je suis cubain. Ainsi, mon récit en tant que cubain serait différent si Castro avait été recruté par les Yankees de New York. Parce qu'il jouait en AA, il était sur le point d'être recruté et finalement, ça n'a pas eu lieu. S'il avait été recruté par les Yankees de New York, il ne serait jamais allé faire une révolution à Cuba. Je ne sais pas. Peut-être que je ne serais pas né aux États-Unis, ou peut-être que je n'aurais même pas eu de racines cubaines. Qui sait? Tout aurait été différent. Donc c'est un petit changement. Je te garantis un univers parallèle où il l'a été. Où il a été recruté, ou Hitler ou bien Hitler, où Hitler serait devenu artiste. Et oui, tu le sais bien, a suivi cette voie-là. Ouais, c'est vraiment tout. Avant, nous ne pouvions pas comprendre cela. Nous commençons tout juste à atteindre un point où l'humanité est collectivement assez éclairée pour commencer à percevoir ces choses. Eh bien, seriez-vous d'accord pour dire que maintenant, le concept de multivers, de réalité parallèle, c'est devenu grand public? Simulation de réalité. Théorie de la simulation, Matrix en 99 a changé notre vision du monde. Ces idées se sont diffusées ces 20 dernières années. En 1980, évoquer la théorie de la simulation, c'était de la science-fiction, non? Personne n'aurait jamais cru cela. Personne n'y aurait cru, à part peut-être quelques geeks et quelques philosophes, voire des physiciens, dans une pièce sombre quelque part en discuter. Mais avoir un dialogue public ouvert comme celui-ci, il y a 20 ans, il y a 40 ans, cela n'existait absolument pas. Eh bien, et les enfants qui naissent maintenant comme moi sont tellement plus acceptés, bien que nous ayons tendance à les médicamenter beaucoup trop, parce qu'ils sont presque toujours très anxieux, parce qu'ils ressentent le poids du monde. Mais il y a tellement plus de personnes qui naissent comme moi qui n'auraient pas été envisageables il y a 20 ans. Il y a 30 ans, la planète n'était pas prête pour ça. Oui, je le vois aussi avec la nouvelle génération. Ils arrivent de câbler tellement différemment par rapport à ma génération, à la tienne, et certainement à celle de nos parents. Ils sont simplement câblés différemment. C'est absolument fascinant parce que cela est passé de vos dons à une expérience de mort imminente, à une discussion sur des sujets qui me passionnent, comme la physique quantique et la spiritualité. Cela a donc été très révélateur. Alors, permettez-moi de vous demander quelle a été la plus grande leçon que vous avez tirée de votre expérience de mort imminente? Je pense sans réaliser véritablement et pouvoir dire aux gens, nous sommes vraiment ici pour apprendre d'une manière très aimante et nous ne sommes jamais seuls, jamais.
même quand nous nous sentons si seuls et que nous avons l'impression que personne. Toute ma vie, j'ai eu l'impression que personne ne me comprenait. Et vous savez, je portais un masque pour empêcher les gens de me reconnaître et je n'étais jamais vraiment seule. Dans tous ces instants où je me trouvais sur le point de prendre une très mauvaise décision, comme aller à une fête dont j'avais l'intuition qu'elle ne serait pas bonne pour moi, j'avais toujours cette petite hésitation, ce sentiment intérieur qui me soufflait que je ne devrais pas faire ça. Et j'ai presque toujours prêté attention à cette voix. Je ne me rendais pas compte qu'avec mon guide qui disait, tu sais quoi, si tu empruntes ce chemin, il pourrait arriver ceci, cela et cela. Et ce serait terrible pour toi et plus difficile pour ton âme. Et ils sont toujours là, que tu sois une vieille âme, une jeune âme. Et je ne parle pas en termes d'âge, mais de sagesse. Tu as toujours ce soutien de l'autre côté. Ils sont là, prêts à marcher avec nous, à nous soutenir, c'est précieux. Ils sont enthousiastes et intéressés par ce que nous faisons. Ce que je pense que les gens ne comprennent pas vraiment. Comme ils se réjouissent avec nous quand nous nous réjouissons. Ils ne pleurent pas car ils n'ont pas d'émotions négatives là-bas, mais ils célèbrent quand nous apprenons quand les choses sont super difficiles et vous pensez vraiment, vous avez juste envie d'abandonner et vous n'y arriverez jamais et vous allez rester seul pour toujours, sans aucun doute. Ils sont assis juste à côté de vous et je pense que cela ne peut être trop dit. Et comme nous, les humains, avons, vous savez, nous avons créé tant de technologies pour nous connecter. Pourtant, nous sommes plus seuls que jamais. Nous restons à la maison, sur nos téléphones, en participant au monde, en direct et en vidéo. Découvrez ce que je suis en train de faire maintenant. Tu sais, genre, c'est comme si on construisait ces prisons pour y vivre éternellement, au lieu de comprendre à quel point nous sommes bien plus connectés que nous ne l'avons jamais imaginé ou jamais été. Et je veux juste que tout le monde commence à réaliser le pouvoir qu'il détient, le pouvoir d'impacter le changement. Nous avons le libre arbitre. Même si nos vies sont planifiées, notre libre arbitre est infini. Nous pouvons faire ce que nous voulons, quand nous le voulons, jusqu'à la fin des temps. Et je pense que les gens ne comprennent pas cela. Une telle existe, mentalité figée, et je pense que c'est vraiment difficile pour les gens. Dans notre monde, la solitude peut être assourdissante. Mon espoir en partageant mon histoire est que les gens saisissent pleinement qu'ils ne sont jamais vraiment seuls. Il y a toujours une présence, quelqu'un prêt à aider, à parler, à écouter, même si parfois cela semble imperceptible. Personnellement, j'ai la chance de pouvoir le faire, de pouvoir communiquer. Cependant, cela ne signifie pas que je sois plus douée pour communiquer que quiconque. Chacun a la capacité d'écouter son instinct, son intuition, de se sentir connecté avec les autres et de se sentir présent pour une raison bien précise. Magnifiquement dit, mon cher. Maintenant, je vais vous poser quelques questions, des questions que je pose à tous mes invités. Quelle est votre définition d'une vie épanouie? Des hauts et des bas. Apprendre avec honnêteté, c'est tout. Si vous pouvez entrer dans cette vie, vous savez, vous sortez de cette vie en sachant un peu plus qu'à votre arrivée, c'est déjà pas mal. Et en essayant de nouvelles choses. Après mon expérience de mort imminente, je suis revenue avec davantage de dons, y compris la capacité de peindre, et je souhaite peindre l'autre côté également. C'est magnifique. Je tente de peindre toutes les fleurs de l'autre côté du jardin. Je finis par avoir juste des piles et des piles de tableaux. Je ne fais rien du tout avec ça. Ouais, c'est génial. Maintenant, si tu avais la possibilité de voyager dans le temps, bien que cela soit irréel, mais en admettant que tu le pouvais, quel conseil souhaiterais-tu offrir à la petite Amber? Je ne suis pas si différente de l'autre côté. Je suis la norme en arrivant dans ce monde. Je ne suis pas cela et ne le serai jamais, du moins pas dans cette vie. Un jour, dans le futur, tout le monde sera comme moi. Pour moi, c'était une solitude accablante. Avec 4 frères et sœurs, la maison ne désemplissait pas, mais je me sentais profondément isolée, seule, incapable de saisir pourquoi j'étais différent. Si quelqu'un m'avait simplement assuré, tu sais, tout ira bien, cela aurait changé tant de choses. Tu as méticuleusement planifié cela et ton âme est noble, même si tu ne te sens pas bien en ce moment. Ça aurait été d'une grande aide. Comment définirais-tu Dieu? Dieu est amour. Dieu n'est pas un vieil homme blanc qui se tient là pointant du doigt pour juger les autres. Mais enfin, pardon, ce que Michel-Ange a fait,
peindre la voûte de la chapelle Sixtine. Oui, au sens propre, c'était elle. Dieu représente l'amour et il est tout. De l'autre côté, ce collier que j'ai acheté a été livré à mon domicile 4 jours avant que je ne subisse un AVC. Je ne saisissais pas pourquoi j'étais si fascinée par lui. Puis j'ai compris que cette couleur, semblable à l'or parsemé d'arc-en-ciel, représentait l'énergie divine. Dieu est littéralement en tout chose. Il ne possède pas la capacité de juger ou de haïr quoi que ce soit. Dieu est purement et simplement l'incarnation de l'amour. Dieu ne m'a pas donné son avis sur ce que je devrais ou ne devrais pas faire. Dieu m'a donné la force de prendre la décision par moi-même. Et quel est donc le but ultime de l'existence déjà? C'est d'apprendre à retourner de l'autre côté, une vibration légèrement plus élevée que celle avec laquelle vous êtes arrivé et vivre le plan que vous aviez conçu avant de venir ici. Vous avez mis beaucoup de réflexion, d'amour et d'énergie dans cette vie avant même de la créer. Alors, faites-vous confiance. Fiez-vous à ce que vous saviez, ce que vous faisiez lorsque vous avez planifié cette vie. Et rien de ce que vous faites n'est une erreur. Tout est conforme à votre plan. Il n'y a absolument rien que vous puissiez faire pour dévier de votre chemin. Vous êtes sur le bon chemin à chaque instant de votre vie. Et où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et sur le travail que vous accomplissez dans le monde? Ah oui, je suis sur Facebook, Instagram et TikTok. J'ai une liste de diffusion parce que j'ai écrit un livre et j'espère qu'il sera publié avant Noël. J'espère. Et oui, j'ai une chaîne YouTube. Je ne suis pas très calée en technologie. Donc moi, tu sais, vous avez un site web? Vous avez un site web? Oui, j'en ai un, mais il ne fonctionne pas vraiment. Il m'en faut un nouveau. Donc, je suis surtout active sur Facebook. Je publie toutes mes lectures là-bas, tous mes événements et tous mes cours parce que de temps en temps, je donne des cours en groupe, mais c'est assez rare. Ou que le côté personnel. Faites-vous des séances individuelles? D'accord, oui. Et ils peuvent vous contacter via Facebook par messagerie? Oui, je contacte personne sur TikTok simplement parce qu'il y a tellement de faux comptes qui prétendent être moi et qui arnaquent les gens. Donc oui, Facebook, c'est mon Instagram. C'est là que je prendrai contact avec les gens ou que je répondrai. Avez-vous un dernier message pour le public avant de partir? Je pense et espère qu'au moins une partie de ceci vous a d'une certaine manière parlé. J'espère que vous ressentez que vous faites exactement ce que vous devez en ce moment. Aucun doute ne devrait subsister. Vous ne devriez jamais éprouver de culpabilité, de honte ou de regret, car cela vous retient dans les leçons actuelles, alors que vous êtes prêt à progresser. Sachez que vous avez conçu cette vie parfaite dans son imperfection et que votre moi supérieur, vos guides, votre âme et vous-même savez ce que vous faites, même si parfois il semble que non. Amber, ce fut un réel plaisir de discuter avec toi. Je te remercie infiniment d'avoir partagé ton histoire et j'espère sincèrement qu'elle pourra inspirer et éveiller ceux qui l'écoutent. Alors, je te suis très reconnaissant, ma chère amie. Oui, je vous remercie de m'avoir accueilli. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.